entreprise, celui qui vous donne l'argent pour le service que vous faites au sein de votre entreprise, c'est votre employeur. Mais quand vous devenez freelance, quand vous devenez indépendant, c'est votre client, au fait, parce que vous vous voyez comme une entreprise. Alors, un freelance travaille sur une variété de projets en même temps, mais pour différents clients. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc ici, les gens qui font appel à vous pour obtenir de vous un service ou, je ne sais pas moi, voilà, un service, une offre ou tout ce que vous donnez, ça devient vos clients. Il y a maintenant cet aspect où vous êtes votre propre responsable et voilà, il y a personne qui est dans votre dos. Donc, ça crée une certaine liberté dans le sens où vous êtes indépendant. En d'autres termes, c'est comme quand vous voyez quelqu'un qui se dit, j'ai une profession libérale. Il est chef, il est son propre patron, il n'y a personne derrière son dos qui va lui dire, OK, tu te réveilles à 7 heures, tu travailles autant de temps, tu quittes à telle heure. Le freelance apporte cette liberté dans le sens où vous êtes maître de votre propre temps et vous décidez de travailler comme vous voulez. Mais ça, c'est toujours aussi une grande responsabilité. J'ai toujours l'habitude de le dire. Devenir freelance, c'est bien, mais il y a une très grande responsabilité à devenir freelance. Et justement, c'est pour ça que je vais ici continuer à présenter en fait quelques réalités du freelancing. Dans le freelancing par rapport au salariat, j'enjambe aussi, c'est que vous travaillez d'abord tout seul. Au départ, vous êtes seul, même si vous pouvez faire appel à d'autres personnes qui viendront vous aider dans votre service, mais à la base, vous êtes tout seul. Donc, la responsabilité, par exemple, dans une entreprise, si vous êtes développeur, je parle en tant que développeur parce que c'est ça mon métier. Quand j'étais développeur en entreprise, je vais revenir sur mon expérience, toute la partie administrative, c'est-à-dire la partie où il y a comment gérer les factures, toute la partie où il y a l'équipe de marketing qui s'occupe de chercher les clients, toute la partie qui fait en sorte que chaque fin du mois, je sois payé, ce n'était pas ma responsabilité. Donc moi, je venais au bureau de 8 à 16 heures ou à 17 heures et à la fin du mois, j'avais mon salaire. Donc, j'étais uniquement concentré sur la tâche que j'avais à faire. Et cette tâche, c'était développer des applications. Mais quand on devient freelance, la réalité est que toute cette occupation ou bien toutes ces tâches administratives, de marketing, tout ça, ça devient votre responsabilité. Donc, au-delà de fournir le service, au-delà de rendre le service pour lequel vous êtes spécialisé, donc moi, dans mon cas, je suis développeur, donc le service que je rends, c'est des services de développement logiciel. Vous pouvez être un marketeur, vous pouvez être un musicien, vous pouvez être un copywriter, c'est-à-dire que vous écrivez des textes pour les gens dans le but de vendre un service ou un produit. Donc, peu importe ce que vous faites, vous allez vous rendre compte que le freelancing va rajouter une certaine obligation ou une certaine compétence dans la gestion de votre projet, etc., etc. C'est aussi ça qu'il y aura comme différence avec les salariats parce qu'au niveau du salariat, les responsabilités sont limitées. Donc, vous ne faites que ce pourquoi vous avez été engagé comme quoi. Mais au niveau du freelance, vous allez maintenant à vous chercher du travail, ça sera à vous de faire en fait tout cet aspect marketing pour vous vendre. Le point suivant que je vais aborder, je vais aller assez vite pour qu'on puisse échanger, c'est essayer de faire une comparaison établir une comparaison ou encore des différences entre le salarié et le freelance. Je viens à peine de le faire, mais avant de rentrer dans cette comparaison, je vais donner mon expérience parce qu'en fait, c'est un retour d'expérience. Alors, moi, je suis développeur depuis 2015 à peu près et j'ai commencé à être professionnel aux alentours de 2018. C'est-à-dire que je venais à peine de finir l'école secondaire, donc j'avais 18 ans, je crois. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans une entreprise locale ici à Lubumbashi qui s'appelle ITOT Africa. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même une entreprise qui a une très bonne réputation. Et donc, j'ai fait mon stage là-bas pendant 2 mois ou 3 mois, je ne me rappelle pas bien, mais j'ai quand même eu le temps de faire face au milieu professionnel, d'être dans un environnement où
tout est organisé et tout ce que toi tu as à faire, c'est suivre en fait les instructions qui te sont données et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, dépendamment du contrat qui avait été signé, on avait par exemple une rémunération. À l'époque, c'était pas vraiment un salaire, c'était plus l'argent de transport parce que les entreprises qui payent les stages, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était pas un stage professionnel, si je peux le dire, c'était un stage d'apprentissage vu que j'étais indépendant. C'était pas un stage par rapport à l'école ou à l'université, c'était vraiment indépendant. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, pendant ces moments, j'ai vraiment fait l'effort de, comment dire, d'impacter ou encore de faire très, très bonne impression pour que je sois retenu et c'est ce qui est arrivé. Là, j'enjambe un peu parce qu'avant de devenir freelance, il est aussi important d'avoir de l'expérience en entreprise. Je vois aujourd'hui beaucoup de formations et beaucoup de gens qui recommandent à des développeurs de commencer directement dans le freelancing. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée et je vais le dire pourquoi par la suite. Donc, je rejoins l'entreprise en tant que développeur à l'époque 2018-2019, je crois. J'ai déjà à peu près 4 ans, 3 ans d'expérience en tant que développeur. Et donc, à partir de ce moment-là, je me rends compte en fait que l'organisation dans l'entreprise, elle est assez intéressante parce qu'il y a déjà un chef de projet qui vient avec un projet. Euh, Tout ce qu'il vous donne, c'est parfois des tâches. Donc, il vous dit, on a un tel projet avec tel client, il faut faire ceci, ceci, cela. Ok, d'accord, on prend nos machines, on commence à coder. D'ailleurs, même les machines ou encore la très grande partie du matériel qu'on utilise, la connexion Internet qu'on utilise, c'est l'entreprise qui fournit ça. C'est un point très important à noter parce qu'en freelance, vous êtes à votre propre charge. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Alors, de 2019 à peu près 2020, vu qu'il y avait la pandémie, on est passé en télétravail. Et là, l'organisation a complètement changé. Et c'est à ce moment-là précis que j'avais plus envie de rester en entreprise parce que parfois, vous savez, les projets qui sont en entreprise, ce ne sont pas vraiment des projets que vous appréciez, mais vous le faites parce que voilà, vous êtes payé pour ça. Et à un certain moment, moi, je ne voulais plus continuer dans des projets qui étaient tout tracés. Je voulais un peu explorer d'autres choses parce que quand vous voyez, vous êtes dans une routine, à un certain moment, ça commence à vous ennuyer et vous pouvez en fait vous fatiguer très rapidement. Alors, à un certain moment, j'ai... pardon? S'il vous plaît, monsieur Puissant, Puissant, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Puissant, monsieur Puissant. Ok. Voilà, je disais, puis à un certain moment, je voulais au fait sortir de ce cycle de projets qui était déjà tout établi. Et je voulais au fait explorer d'autres projets, d'autres horizons, mais faire un peu ma petite expérience et tout. Parce que vous savez, en entreprise, c'est qu'on vous paye en tant que développeur, c'est vraiment votre salaire, mais le chiffre d'affaires est toujours un peu plus grand parce que l'entreprise doit fonctionner et tout. Alors moi, j'ai voulu explorer cette piste où, au fait, j'avais directement droit au chiffre d'affaires et puis c'était à moi de voir comment dépenser cet argent-là. C'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Alors, mon premier client, je l'ai eu en entreprise. Je le souligne ici parce que c'est très important. Je travaillais sur un projet où on avait la possibilité d'entrer en contact avec le client. Alors, à chaque fois qu'il y avait une tâche ou une fonctionnalité sur l'application sur laquelle je travaillais et que le client avait besoin qu'on puisse expliquer comment ça fonctionne, il voulait qu'on puisse rajouter une fonctionnalité, on parlait directement et ça se faisait bien. Il s'est rendu compte que j'avais une facilité à comprendre ses d'entrer dans l'entreprise. C'est la même bonne impression qui a fait en sorte que
Alors, le taux horaire qu'il m'a proposé à l'époque, c'était 3 dollars. 3 dollars par heure, si vous faites les calculs. Je vais sortir une calculatrice très rapidement. Donc, mon premier taux horaire en tant que développeur freelance, c'était 3 dollars de l'heure. Donc, vous faites 3 fois 8, ça vous fait 24 dollars par jour et vous le faites fois 6 parce que je travaillais jusqu'au samedi. Ça vous fait 144 dollars par semaine. Et ça, c'est quand vous travaillez 8 heures parce qu'on vous paye l'heure, en fait. Et si vous faites 144 au bout d'un mois, 144 fois 4, vous avez 576 dollars. Donc ça, c'était en fait l'argent que j'arrivais à avoir en tant que développeur freelance en un mois avec un client. Très important de préciser. Et c'est surtout l'argent, c'est le maximum que je pouvais faire. Parce qu'en tant que freelance, ce n'est pas comme au boulot où vous entrez à 8 heures et vous sortez à 16 heures. Il y a des jours où vous pouvez vous sentir fatigué, vous commencez à 8 heures et puis à 10 heures, vous avez autre chose à faire. Vous arrêtez, vous reprenez par exemple à 16 heures pour finir à 18 heures. Donc ces jours-là, vous avez travaillé uniquement 4 heures et vous serez facturé ou payé pour ces 4 heures-là. Donc, dans le salariat, vous avez un salaire qui sera toujours le même si vous ne travaillez pas. Donc ça peut arriver, vous êtes dans une entreprise, aujourd'hui vous n'avez pas des tâches, mais vous serez payé pour ce temps-là. Dans le freelancing, c'est pas comme ça. Quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. C'est important à comprendre ça parce que vous voyez, il y a certaines entreprises, c'est une forme de chômage déguisé pour ceux qui s'intéressent à la gestion d'entreprise, où il y a des travailleurs qui sont dans l'entreprise mais qui ne font rien concrètement. Et à la fin, ils sont payés. En fait, ils ne travaillent pas et c'est une forme de chômage déguisé. Alors, j'avais mes 3 dollars de l'heure pendant à peu près, je crois, j'ai travaillé avec lui en 2020, début 2020, la pandémie, toute la période de la pandémie jusque, je crois, vers le mois de juin, je crois. Et à partir de ce moment-là, j'avais d'autres projets en parallèle. C'est ça l'avantage d'être freelance. Donc, vous avez une source de revenus stable parce que je travaillais sur un projet open source. J'espère que je ne suis pas en train de dire des gros mots, des mots qui sont compliqués parce que je suis développeur. L'open source, pour ceux qui ne sont pas développeurs et qui m'écoutent, c'est tout simplement des logiciels qui sont gratuits déjà et le code du logiciel est accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir ce code-là, tout le monde peut le modifier, tout le monde peut l'améliorer. Alors, le client que j'avais était un client qui utilisait des logiciels open source. Et l'avantage, ou encore le problème avec les logiciels open source, c'est que si tu veux une fonctionnalité, tu dois la coder. Et c'est à ce moment où il faisait appel à des freelancers pour ajouter des fonctionnalités à ce projet open source. C'est-à-dire que le projet, il évolue toujours, il ne finira jamais. C'est comme aujourd'hui un projet comme Facebook. C'est une application qui a... Il n'y a pas de fin à ce projet. Donc, le projet a un début, mais il n'y a pas de fin parce que au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux utilisateurs, qu'il y a des nouvelles problématiques qui se présentent, il y a le besoin d'améliorer la plateforme. Donc, c'était un projet du genre, ce qui a fait en sorte que pendant à peu près 6 à 7 mois, j'ai eu un revenu stable. C'est-à-dire que pendant... Ok, merci, on peut voler. Voilà. Je disais ce qui a fait pendant que à peu près 6 à 7 mois, j'ai eu un revenu stable qui environnait les 570 ou 560 ou 400. Tout dépendait de comment je travaillais. Et en parallèle, j'avais d'autres projets sur lesquels je pouvais aussi travailler. Donc ça, c'est en gros une partie du freelance, comme comment commencer en fait. Et après, c'est que le freelancing, ça fonctionne aussi de bouche à oreille. Si vous faites du bon boulot, vous avez travaillé, parlera de vous à d'autres personnes de son entourage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à établir mon premier carnet d'adresses avec un seul client. Il a apprécié le travail que je faisais. Il m'a proposé d'autres clients. Le même client pouvait me mettre sur 2 projets en même temps. Et là, j'ai facturé les 2 projets différemment. Bien sûr, ça peut paraître bizarre, mais je pouvais avoir 2 projets en même temps. Mais puis, je travaille sur 2 projets. Le taux horaire, il était un peu plus augmenté. Après ce taux horaire, je crois que je suis passé à 100 dollars pour un projet sur lequel j'ai travaillé 1 ou 2 mois.
Après, je pense que je suis encore monté jusqu'à 6 et aujourd'hui, je crois que je suis à 10. Ça dépend, 10, 15, entre 10 et 15 dollars de l'heure. Et donc ça a été fait en évolution. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a pris du temps pour que j'arrive à cette marge de 10 et 15. Mais ça, quand même, ça a pris du temps dans le sens où il faut de l'expérience parce que, vous savez, vous pouvez avoir certaines tâches qui vous prennent, par exemple, 8 heures. Quand vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Si on vous paye 1 dollar par heure, vous aurez 8 dollars pour faire cette tâche-là, ce qui est tout à fait normal. Mais si une tâche qui prend à un débutant 8 heures, prend à quelqu'un qui a un peu d'expérience, lui prend 4 heures, on ne va pas lui payer 4 dollars, vous voyez, parce que la personne qui va prendre plus de temps aura 8 dollars et la personne qui prendra moins de temps aura 4 dollars. Le problème avec ça, ça pousse beaucoup des freelancers à mentir sur les temps de travail qu'ils sont en train de prendre. C'est-à-dire, il sait très bien qu'il peut faire une tâche en 2 heures, mais il va faire en sorte qu'il arrive à 4, 6 heures parce que son taux horaire n'est pas important. Si vous vous rendez compte que vous avez un peu plus d'expérience, il faut majorer votre taux horaire parce que vous ne prendrez plus la même durée pour effectuer les mêmes tâches. Remarquez, je ne sais pas si c'est partout comme ça, à Lubumbashi ou à Kinshasa ou à Goma, je ne sais pas. Quand vous avez des informaticiens, je parle d'informaticiens qui sont dans les bureautiques, si vous avez un problème avec votre PC, même s'il s'agit juste de retirer, par exemple, la barrette RAM et la remettre pour que l'ordinateur fonctionne, ces gens-là ne feront jamais ça devant vous. Ils ne vous diront jamais, OK, tu me donnes ton PC, je vérifie, je sais c'est quoi le problème parce que très souvent, les utilisateurs ou les personnes qui ne sont pas trop dans l'informatique, quand il y a des messages noirs sur leur écran, ils ne passent pas le temps ou ne se cassent pas la tête à lire ces messages-là. Alors moi, je suis dans le domaine ou encore les informaticiens qui sont dans les bureautiques, etc., ils sont dans le domaine. Quand ils voient ça, ils savent par exemple, oui, le disque dur de la machine a bougé parce que le système n'est pas reconnu. Donc, il sait très bien que c'est le disque dur qui a bougé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas ouvrir la machine sur place, bouger le disque dur et puis c'est tout. Il va dire à la personne, repasse dans 2, 3, 4 heures. S'il est encore très malicieux, il peut dire non, essaye de repasser dans 2 jours. Et tout ce qu'il va faire, il va juste ouvrir le PC, il voit que c'est le disque dur qui a bougé, il replace bien le disque dur, il allume la machine s'allume. Et là, quand le client revient 3 jours ou 2, plus de temps après, vous allez vous rendre compte que le monsieur va dire non mais j'ai passé beaucoup de temps sur ton travail ici. Et donc tu dois me payer un peu plus cher. Et ça c'est malhonnête. Malheureusement, il y a beaucoup de freelances qui font ça au début et c'est quelque chose que je déconseille aussi. Alors, voilà comment j'ai eu mon premier client. En tout cas, moi, ça, c'est un cas particulier. Je n'ai pas fait du marketing ou ce qu'on verra dans la prochaine partie, mais c'est vraiment en partant de l'entreprise. J'ai fait récemment un podcast sur notre site, sur notre plateforme devcast.tech. J'ai interviewé quelques personnes qui ont eu une expérience différente. Moi, mon premier client, je l'ai eu parce que j'avais travaillé avec lui en entreprise, mais il y a d'autres clients, ils les ont eu parce qu'ils étaient dans des communautés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs ici, mais très souvent, quand vous devenez développeur, il est recommandé de rejoindre une communauté, c'est-à-dire les gens qui font la même chose que vous. Dans ces communautés, très souvent, c'est pour partager, changer, c'est réseauter, en fait. Et dans ce genre de communauté, il est très facile, si vous avez une bonne réputation, si vous faites du bon boulot, qu'on puisse vous remarquer et qu'on puisse vous recommander. Donc, la deuxième façon, ça sera la recommandation, mais je vais y arriver. Ou quand vous êtes salarié, quand on vous recommande en tant que salarié pour rejoindre une autre entreprise, là, c'est un niveau. Donc, vous avez un niveau vraiment très, très, très élevé. C'est pas vraiment évident. Donc, en termes de salariat et freelancing, vous pouvez directement voir que le salariat, c'est fixe. Donc, on vous donne votre salaire à la salaire peut être de 1000 dollars. Vous avez l'IPR, l'impôt sur les revenus professionnels, qui va de 0 à 40%. Si je ne m'abuse, à partir de 1000 dollars, quelque chose comme ça, il y a des marges, vous payez 40%. Donc, sur les 1000 dollars, vous donnez 400 dollars à l'État, vous voyez un peu.
Et puis, vous avez les charges locatives, tout ce que vous avez comme impôts, vous avez la contribution à la CNSS, donc à la Caisse nationale d'épargne, tout ça. Et vous retrouvez sur 1000 $, vous touchez par exemple 500 ou 560 $. Tout le reste, c'est l'État, c'est les taxes, c'est l'impôt, tout ça. En tant que freelancer, déjà si vous n'êtes pas un freelancer reconnu, parce que ça c'est important, en tant que freelancer, votre chiffre d'affaires, c'est vraiment votre bénéfice au fait. Parce que si aujourd'hui on me demande de faire un site web pour 500 $, c'est les 500 $ que je touche. Je ne paye pas d'impôts, je ne paye pas des taxes, et ça c'est problématique, hein, mais on va y revenir. Mais soyons dans les réalités de notre pays. Quand on vous paye 500 $, vous avez les 500 $. Donc, il y a pas d'impôts, je ne sais pas, voilà. Mais en tant que freelancer, pour aller un peu plus loin dans les niveaux, vous devez être reconnu par l'État, c'est-à-dire vous devez avoir au moins un statut d'entreprise à payer. Mais si vous êtes encore au début de votre carrière, je vous le recommande en fait. Je vous demande pas, ça peut être un conseil très mal pris, donc je vais faire attention à ce que je vais dire ici. Donc si vous êtes au début de votre carrière, vous pouvez commencer à facturer les gens, mais à un certain niveau, vous aurez besoin d'une base juridique parce que ça va vous protéger et ça va aussi vous d'avoir des gros marchés. Voilà. Pour continuer, quand je parle de marché ici, voilà, je vais y revenir. J'essaie d'organiser les idées parce que je suis en train de venir par la suite, mais ça va vous permettre de vous protéger. Quand je parlais de protection, c'est un risque. Dans le salariat, il y a pas vraiment de risque parce que quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez la garantie qu'à la fin du mois, vous êtes payé. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup des gens préfèrent le salariat parce que vous savez, il y a cette sécurité. La sécurité selon laquelle, OK, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Donc, on peut être en crise comme pas possible, mais on sait que le 30, au plus tard le 5, je ne sais pas, j'aurai mon salaire. Et ça, c'est une sécurité qui est très importante pour beaucoup de personnes. Mais en freelance, en freelancing ou en devenant freelance, il n'y a pas cette sécurité. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de marché pendant un mois, vous n'avez pas d'argent pendant ce mois-là. C'est pourquoi le point suivant, on va parler d'organisation pour éviter ce genre de situation. Donc, en tant que salariat, il y a cette sécurité, mais en tant que freelance, il n'y a pas cette sécurité. Il n'y a pas cette sécurité, mais le point positif, c'est que, comme je l'ai dit, le salaire, il est fixe. Mais en tant que freelance, si vous avez 4 clients le même mois, vous faites 4 fois celui qui est en salariat. Et si le mois suivant, vous avez 6 clients, vous faites 6 fois. Donc, votre rémunération varie. Et c'est ce qui est intéressant. Ça varie, ça peut monter, tout comme ça peut descendre. Donc, il y a 2 mois, vous pouvez faire 200 $. Il y a 2 mois, vous pouvez faire 1200 $. Il y a 2 mois, vous pouvez 500. D'autres mois, vous pouvez faire 700. Donc, ça va varier en fonction, en fait, du marché et de votre capacité à vous vendre. Mais il n'y a pas la garantie que vous aurez de l'argent. Ça m'est aussi arrivé de travailler pendant quelques mois, mais sans qu'il y ait vraiment une rentrée d'argent. Donc, ce sont des possibilités et le salariat offre cette sécurité-là. Une autre chose, c'est qu'en tant que freelance, vous travaillez très souvent avec des particuliers ou encore, ça arrive très rarement qu'on prenne un freelance pour travailler avec une entreprise, mais ça arrive aussi très souvent dans le milieu informatique. Donc, avec des particuliers, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. C'est pour ça que j'ai parlé de sécurité. Si vous n'avez pas des papiers ou si vous ne signez pas de contrat avec la personne, quelque part, vous pouvez commencer son projet et à la fin, il ne vous paye pas. Il vous dit non, j'ai plus besoin de l'application, ceci, cela. Donc au départ, si vous n'avez pas une sécurité, une base juridique sur laquelle vous pouvez par exemple poursuivre la personne et dire non, moi je suis telle société avec tel numéro d'identification nationale, je poursuis telle personne parce qu'elle n'a pas payé telle facture avec un numéro de facture, etc., etc. Ça va vraiment vous poser problème. Et pour éviter tout ça, on va voir comment s'organiser en tant que freelance. Alors, comment s'organiser? Ça, c'est un point important et c'est un point qui m'a coûté de l'argent quand j'ai débuté. Je me rappelle, j'ai une équipe ici de développeurs à Lubumbashi. On est à peu près 6.
ça dépend des cas. Il y a des gens qui rejoignent et qui partent après un certain projet, ils sont là de manière périodique. On a travaillé sur un projet pour un client belge. C'était en tant que freelance. Aujourd'hui, Devcast est en train de devenir une entreprise. Mais à l'époque, c'est comme vous avez votre ami, vous vous mettez ensemble pour travailler sur un projet. Donc, en tant que freelance, mais vous vous associez. Ce qui s'est passé, c'est que le client nous a donné son cahier de charge. Donc, le cahier de charge, c'est tout ce que nous, on devait faire en tant que freelance et tout. Mais on a fait une erreur très grave. On n'a pas organisé le projet dans le sens où on n'a pas signé de contrat avec la personne. On n'a pas au préalable eu les informations sur qui il était, son numéro d'impôt. On n'a pas pris au fait les informations sur la personne avec qui on traitait. On avait juste un nom et une rémunération. Je crois que c'était 5 000 euros. C'était ça le don du projet sur lequel on devait travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a commencé à travailler. C'est ça, il ne faut jamais être pressé de commencer à travailler si vous n'avez pas au fait mis en place toutes ces sécurités-là. Parce qu'on peut vous jouer de vous et vous faire perdre votre temps. Donc, on a commencé à travailler parce que nous, dans la tête, on était excités. C'était la première fois qu'on voulait travailler sur cette somme-là. 5 000 euros, c'est à peu près 6 000 quelque chose de dollars. Et donc, on était pressé de se lancer dans le projet. On s'est lancé dans le projet. On devait développer une application mobile, une application desktop, donc une application web pour gérer cette application mobile-là. On a commencé le projet, on nous a donné des maquettes, on nous a donné tout ce qu'il fallait. On a codé l'application et au moment du paiement, le client qui nous dit non, il y a la COVID qui est là parce qu'on avait commencé le développement avant COVID. Et donc, quand on a fini le développement, il y a eu COVID. Le client, son business, au fait, c'était la livraison. C'était la livraison c'était de la publicité à vélo. C'est-à-dire que si vous avez une marque, vous avez un produit et vous voulez faire la publicité, vous pouvez engager des motards ou voilà, des cyclistes qui vont faire le tour d'une ville avec vos effigies. Voilà, c'était ça son business. Et donc, quand il y a eu confinement, ça ne servait à rien. Donc, il n'y avait plus moyen, au fait, que son business fonctionne parce que il n'y avait plus du monde dans les rues, dans les avenues, parce qu'il y avait un confinement. C'était un Belge. Et là, le confinement était respecté. Hein. C'était vraiment respecté. Je ne dis ça, je ne dis rien. Et voilà, donc son business a commencé, en fait, à stagner. Et nous, dès le départ, ça, ce n'est pas notre problème en tant que freelance. Donc, toi, tu nous as demandé de coder. Si ton business ne fonctionne pas, ça, ce n'est pas notre problème, tu dois nous payer. Mais on ne pouvait pas dire ça parce qu'on n'avait pas établi des conditions de service ou des contrats avant. Et ça nous a mis dans une position où on a développé une application qui est complète, qui fonctionne, mais qui n'est pas utilisée, qui n'était pas utilisée par notre client. On a essayé de trouver une alternative selon laquelle on pouvait recevoir même la moitié de l'argent pour le travail qu'on a fait. Ce qui a été fait, heureusement pour nous, on a eu de l'aide d'un avocat qui est en Belgique et qui nous a aidé au fait à être rémunéré, mais une partie seulement de ce montant-là. Donc, quand vous devenez freelance, ne soyez jamais pressé de travailler. Ne soyez jamais pressé de commencer à prester le service si tous les termes ne sont pas encore fixés. Ça peut arriver que vous vous entendez, mais au moment de travailler, il y a un terme, il y a, comment ça s'appelle? Il y a quelque chose dans le contrat qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas. Ne soyez pas pressé de vous lancer, refusez. Il y aura d'autres clients qui vont venir. Et donc, nous, ça nous a fait perdre de l'argent et ça a été une très bonne leçon, je crois, parce qu'aujourd'hui, avant de commencer tout projet, on s'assure d'avoir un cahier de charge. Ensuite, on fait un devis, c'est-à-dire on ne facture pas le projet, mais on dit combien ça va lui coûter. Une fois que le client signe ses devis, il paye 25% en amont. Là, ça dépend maintenant de votre organisation. Vous pouvez vous organiser de façon à ce qu'on puisse vous payer 25% avant ou 50%, ça dépend de vous. Je connais un designer ici qui s'appelle Andy Batakela, Andy Drew sur Instagram. Il fait des dessins numériques, c'est-à-dire vous lui donnez une photo, lui va dessiner soit à la main, soit en utilisant son PC. Et quand il fait ses portraits, lui il fait payer 50% avant. Donc vous lui payez 50%, il fait votre dessin
et pour récupérer votre dessin, vous payez 50%. Donc ça, c'est une organisation, il faut aussi en tenir compte. Est-ce que vous voulez vous faire payer en amont ou en avant? Ça dépend aussi des clients. Est-ce que vous avez confiance au client? Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec lui? Mais moi, très souvent, si j'ai travaillé 5, 6 fois avec quelqu'un, là, je commence à travailler sur le projet parce que je sais que je donne un certain crédit, une certaine confiance parce qu'on a déjà travaillé ensemble avant et donc j'ai fait un peu cette confiance-là. Mais si c'est la première fois, moi, je recommande que vous puissiez avoir un acompte de 25 ou 50% pour vous mettre en sécurité. Et cet argent-là, ça va vous permettre au fait de gérer les frais de votre service. Par exemple, moi, je suis développeur, je dois payer la connexion Internet, je dois payer des services en ligne pour faire mon travail. Donc, ce n'est pas à mes charges, c'est dans l'argent que le client paye que je fais tout ça. Donc ça, c'est un point d'organisation très important. Aussi, les contrats, il y a beaucoup de modèles de contrats que vous pouvez trouver en ligne. La facturation, on est en RDC, c'est-à-dire qu'on est sur le système comptable OADA. Donc, il y a des normes et des règles à respecter lorsque vous faites vos documents comme facture, facture pro forma. Il faut connaître tout ça. Le problème, c'est que quand on se lance en freelance, on a juste la compétence qu'on veut vendre. Moi, je suis développeur, donc la compétence que je veux vendre, c'est le code, en fait. Je sais coder. S'il y a un designer, la compétence qu'il veut vendre, c'est le fait qu'il sache designer. Mais quand on se lance en freelance, comme je vous ai dit, il y a des nouvelles responsabilités. Il faut vraiment se former au niveau entrepreneurial, se former aussi au niveau législation. Il faut savoir quand est-ce qu'un contrat est valide ou quand est-ce qu'un contrat n'est pas valide, parce que vous pouvez vous faire rouler. Il y a des gens qui sont très malins, très malveillants. Ils vous donnent un contrat, vous n'avez pas pris la peine de le lire, et à la fin, ils ne vous payent pas. Et quand vous regardez dans le contrat, il a raison. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses. Quand vous rédigez vos factures, il y a des mentions qui sont obligatoires, par exemple la date, les montants en chiffres, en lettres. Donc, tout ça, quand vous devenez freelance, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut vous coûter très cher. Et un autre point d'organisation, ça sera l'organisation sur le plan du travail. Combien de temps vous voulez travailler par jour? Parce que le temps que vous allez vous accorder à travailler va vraiment dépendre au fait de l'argent que vous allez, que vous allez avoir. Une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment je fais pour facturer mes services? Il y a une section à ça, on va y revenir. Donc, si vous décidez de travailler, par exemple, 4 heures par jour, il faut savoir quand est-ce que vous allez prendre ces 4 heures-là. En matinée, ce qui est recommandé, ou en soirée, ce qui est peu recommandé, mais ça dépend en fait de vos occupations. Aujourd'hui, moi, je suis encore étudiant, malheureusement. Je suis encore étudiant, donc j'ai un cycle de licence à terminer. Je ne peux pas travailler en journée. Donc, mes heures de travail qui aujourd'hui sont limitées à 6, 4 heures, je travaille le soir parce que je ne peux pas le faire en matinée. Donc, ça va maintenant dépendre de votre emploi du temps. Ça dépend si vous voulez combiner le freelancing avec du salariat, c'est possible. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez être dans une boîte le matin, si vous travaillez par exemple de 8 à 15 heures. Et puis, bon, à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures, vous travaillez sur un projet en freelance. Ça va vous permettre de multiplier les sources des revenus. Ce qui est aussi recommandé, de ne pas avoir une seule source des revenus, mais d'en avoir plusieurs. Des préférences, 4, ça dépend maintenant de vous et la capacité à vous faire ces sources des revenus-là. Donc, cette organisation va vraiment aussi s'attarder sur le plan personnel. Où est-ce que vous travaillez? Moi, je suis développeur, je suis encore chez mes parents, je travaille chez moi à la maison. Je ne suis pas dans un espace de travail comme un coworking ou comme un bureau. Je ne peux pas aussi me permettre de louer un bureau en ce moment parce que je ne vais pas passer beaucoup de temps là-bas parce que la grande partie de mon temps, je le passe à l'école, donc ça ne servira à rien. Je ne vois pas quelqu'un qui va louer un bureau qui l'utilise de 18h à 22h, vous voyez? Donc, cette organisation-là est aussi importante. Il faut y penser. Votre espace de travail. Là, je suis en train de faire ce talk. Je suis dans ma chambre. J'ai la chance que... Voilà, j'ai la chance de travailler dans un environnement qui est il n'y a pas beaucoup de distractions, donc ça me permet de me concentrer. Donc, si vous voulez vous lancer en freelance, il faut aussi penser à ça. Où est-ce que vous allez travailler? Quand est-ce que vous allez travailler? Comment est-ce que vous allez travailler aussi? C'est très, très, très important. Donc, l'organisation, il y a certains points. Je vais juste passer parce que j'ai plus assez de temps. Les outils importants qu'on pourrait utiliser en tant que freelance,
Ce ne sont pas les outils d'abord qui vont vous permettre de faire votre travail. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ce sont les outils qui vont vous permettre de bien faire votre travail. Je suis développeur, je sais que j'ai besoin d'une machine. Et aujourd'hui, en tout cas, si vous devenez freelance, vous devez avoir un ordinateur. C'est vraiment, je ne vois pas comment vous ferez pour vous organiser comme il faut sans ordinateur. Donc, un ordinateur, c'est un outil très important en tant que freelance, mais aussi quand je parle d'outils, je parle d'applications. L'application qu'on va ici qualifier d'application de productivité, productivity en anglais, ce sont des applications qui vont vous permettre de vous organiser. Ici, je vais donner un exemple. Je vais prendre juste mon téléphone et je ne vais pas présenter mon application au téléphone, mais je vais juste énumérer quelques applications qui me sont très utiles chaque jour. Vous avez Mail. Quelle application vous allez utiliser pour gérer vos mails? Parce qu'avec les clients, très souvent, les transactions vont se faire par mail. Évitez de faire ça par message. Ça peut arriver, mais je les déconseille. Je vous conseille plutôt d'utiliser le mail pour les différents échanges et communications quand il s'agit d'un projet. Parce que les mails sont recevables en cas d'une, par exemple, si vous ne vous entendez pas, en cas d'une discorde, en cas d'un, j'ai cherché le mot, j'ai oublié le mot, contentieux, voilà. Les mails sont vraiment recevables. Les messages, pas vraiment. Je pense que ça commence à être reçu, mais les mails sont vraiment recevables et les mails ont une certaine garantie au fait que les messages. Les mails, on ne les supprime pas, hein, d'accord? Si tu supprimes un mail, tu supprimes ça de ton côté. Mais aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux commencent à intégrer les fonctionnalités où on peut supprimer un message qui a déjà été envoyé. Ça peut paraître anodin, mais ça peut vous mettre dans une difficulté si, par exemple, vous êtes mis d'accord avec un client, après il supprime le message, vous n'avez pas de moyen de prouver ça, à moins que vous ayez fait un screenshot, mais screenshot, aujourd'hui, on peut faire Photoshop. Donc, la crédibilité, elle n'est pas vraiment là. Donc, utiliser les mails, ça va vous éviter, au fait, tous ces problèmes-là. Et ensuite, les mails, ça peut être archivé, vous pouvez les garder pendant très longtemps, mais les messages, vous changez des téléphones, comme WhatsApp, si vous n'avez pas fait des backups, vous perdez tout, à moins que vous puissiez utiliser Telegram. Donc, pensez à utiliser un support qui va vous permettre de garder, en fait, les échanges entre vous et votre client. Parce qu'en cas de problème, ces échanges-là seront très importants. Autre chose, les documents. Donc, quels outils vous utilisez pour gérer, pour stocker vos documents? Moi, j'utilise par exemple Google Drive qui me permet de stocker tous les documents importants. Quand un client m'envoie un cahier de charge, je stocke ça dans mon Google Drive. Je ne garde jamais ça sur ma machine. Enfin, je vais garder une copie, mais je me rassure d'avoir une copie dans mon Google Drive au cas où je perdais sur ma machine, j'aurai les documents. Tout ce qui est contrat, tout ça, pensez aussi à avoir ça. Une autre application qui peut vous paraître, qui peut être très importante, c'est l'application calendrier ou l'application Notes. Ça vous permettra en fait de vous organiser en termes de temps. J'ai un ami, je pense qu'il est dans ce talk, qui s'appelle Eric Empire. Eric Empire, il est développeur. Lui, il est en entreprise. Hein, il n'est pas freelance, même si parfois il fait du freelancing. Ce que j'apprécie avec lui, c'est que tout son mois est déjà programmé. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a à faire quand il commence un mois. Et ça, en tant que freelance, c'est très important. Ça vous permet de voir où est-ce que vous avez du temps libre. Parce que ça peut vous permettre de prendre un autre projet. Ça peut aussi vous permettre de passer du temps avec votre famille ou tout ça. Donc, organisez-vous, planifiez toutes choses, c'est très important. Et un outil qui va vous permettre de planifier vos tâches, vos journées, vos semaines, c'est l'application calendrier de Google ou tout ce que vous utilisez. Après, l'application pour prendre des notes, c'est très important. On est habitué à la tradition orale où on se parle avec les clients, mais prenez le temps de noter et à Google Notes. Une autre application que je peux recommander, c'est Notion. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un outil tout en un qui permet d'organiser des tâches, qui permet d'organiser des documents, des plans de développement, etc., etc. Donc ça, ce sont quelques outils importants pour la productivité qui vont vous permettre de bien faire votre travail. Il y a aussi d'autres outils importants pour votre marketing. D'ailleurs, Ben, il m'a contacté en utilisant LinkedIn. Je ne sais pas si vous connaissez LinkedIn, mais si vous ne connaissez pas LinkedIn et que vous voulez devenir freelancer, ça va beaucoup m'étonner. Non, ça ne peut pas m'étonner, mais c'est très important. LinkedIn, c'est comme un Facebook, mais pour les professionnels. Donc, c'est un réseau social pour professionnels et voilà. Donc, tout ce monde où on échange des services, etc., etc. Donc, ayez un compte LinkedIn, remplissez votre profil,
Et certaines personnes peuvent vous remarquer à partir de ce que vous publiez. Si vous vous êtes jardinier, vous êtes un jardinier professionnel, sur votre LinkedIn, prenez le temps de publier ce que vous faites comme travail. Et les gens, en fait, seront attirés par ça. Alors, deux autres applications très souvent utilisées en freelance, c'est Upwork. Désolé, je n'ai pas pris le temps d'écrire ça, mais je pense que je vais donner un document à Ben qui pourra au fait partager. Il y a Upwork, Fiverr, ce sont des applications où vous exposez vos compétences et il y a des clients qui recherchent ces compétences-là qui peuvent vous contacter. Ce sont quelques outils importants. Il y a encore des choses à dire. J'avance. Voilà, la question qui est, je pense qu'on arrive déjà vers la fin. Les deux questions que je vais maintenant aborder ici, c'est comment trouver ces clients et l'autre question qui va suivre juste après. Comment trouver des clients? Dans mon expérience, dans mon histoire, vous avez vu que moi, j'ai trouvé mon premier client parce que j'ai travaillé dans une entreprise et c'est ce même client-là qui m'a recontacté juste après quand j'ai arrêté de travailler dans l'entreprise. Mais il y a plusieurs façons de trouver des clients quand vous devenez freelancer. La chose la plus importante, ce n'est pas votre compétence. Ce n'est pas au fait que vous soyez un bon développeur, un bon designer, un bon marketeur digital ou peu importe. C'est votre capacité à vous vendre. Vous savez, vous pouvez avoir 5 ans, 10 ans d'expérience, mais quelqu'un qui a à peu près 2 ans d'expérience se fait plus d'argent que vous. C'est tout à fait normal. Ou en entreprise, même si on négocie les salaires, c'est très rare d'ailleurs, même si on négocie les salaires en entreprise, vous pouvez avoir, il y a une certaine marge parce qu'on sait que toi, tu as un certain diplôme, on va te donner une certaine somme, le SMIC. Je ne sais pas si c'est respecté en RDC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, je crois. C'est l'argent minimum que vous devez toucher en fonction de votre niveau d'éducation. Donc, si vous êtes un D6, vous avez un diplôme d'État, il y a une certaine somme que vous touchez, peu importe le domaine dans lequel vous allez. Je crois à l'époque, c'était 100 dollars, mais ça a changé en fonction en fonction des niveaux d'éducation et en fonction des secteurs. Quand vous avez un diplôme de licence, il y a une certaine somme d'argent que vous devez toucher au minimum, le minimum que vous pouvez toucher. Un master, un doctorat, tout ça, il y a une certaine somme d'argent que vous pouvez toucher. C'est pour ça que vous verrez qu'en entreprise, c'est très rare que quelqu'un qui a un doctorat ne puisse pas avoir en fait une position importante dans l'entreprise. C'est ça en fait le problème parce que quand on va à l'école, on nous fait croire qu'il faut aller plus loin dans les études pour bien gagner sa vie. C'est que le freelance casse cette réalité-là parce qu'en freelance, vous n'avez pas besoin des diplômes. La preuve, je n'ai pas encore ma licence d'ingénieur informatique, mais j'ai travaillé sur des très grands projets avec des ingénieurs informatiques qui ont reconnu en fait les compétences que j'ai. Donc en freelance, ce n'est pas le diplôme qui compte, c'est plutôt la compétence que vous avez. Et même cette compétence-là, il faut savoir la vendre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être moins compétent que vous, mais qui touche plus d'argent que vous. C'est tout à fait normal. Et c'est très important de comprendre ça dans le sens où si lui, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de discuter argent avec le client, il arrive à se vendre, par exemple, à 200 dollars par jour, vous êtes plus compétent que lui, mais vous arrivez à vous vendre à 150 ou 50 dollars par jour, c'est qu'il faut travailler cet aspect-là. Donc, trouver les clients, ça va vous demander d'apprendre une autre compétence qui s'appelle le marketing digital. Ça, c'est très important. Donc, vous devez avoir des compétences en marketing digital et en copywriting. Le copywriting, c'est comment vous écrivez. Quand vous faites une publication sur les réseaux sociaux, comment vous la faites? Comment vous écrivez? Est-ce qu'il y a des fautes de français? Je me rappelle, il y a des gens qui n'ont pas su obtenir un travail avec des gens sérieux parce qu'il y avait une faute de français dans leur texte. Et les gens, quand ils ont vu, non, il y a une faute de français, non, il n'est pas sérieux. Sur un site web, vous mettez une faute de français, il y a des gens, vous serez disqualifié par une certaine catégorie de personnes. Donc, c'est très important de tenir en compte tout ça. Après, il faut mettre en place une stratégie. Comment est-ce que vous interagissez sur les réseaux sociaux? Quel est votre impact? Par exemple, pour ma part, moi, en tout cas, c'est vraiment plus par le bouche à oreille que j'arrive à avoir des marchés et des contrats. D'ailleurs, si je me retrouve ici en train de vous partager mon expérience, je crois que c'est aussi le bouche à oreille. Je crois que Ben a vu ce que j'étais en train de faire, où il a entendu parler de moi et il m'a invité à vous partager cette expérience. Donc, ce que vous faites est très important. Au-delà
au-delà au fait de vouloir montrer aux autres ce que vous faites, essayez par exemple d'avoir une présence sur Internet, une présence en ligne. La question que je pose souvent à ceux qui débutent en freelance, c'est qu'est-ce que vous avez comme résultat lorsqu'on tape votre nom sur Google? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous avez comme résultat quand on tape votre nom sur Google? C'est un exercice, vous pouvez essayer. Est-ce que on tombe sur vous, sur votre personne, sur vos services quand on tape votre nom sur Google? Et la plupart des recruteurs, surtout en développement, quand ils entendent parler d'un nom, c'est la première chose qu'ils font. Ils tapent sur Google votre nom et ils voient ce qui tombe. Donc aujourd'hui, vous tapez Bernard NG, Devcast ou Bernard Ngandou. Il y a vraiment des très grandes chances que vous puissiez tomber sur moi en premier. Et ça, c'est une très bonne chose, que votre nom soit votre référence, vous voyez, que votre réputation puisse vous précéder. Et ça se bâtit. Il faut que vous puissiez, par exemple, publier du contenu, parler de votre domaine. Je suis développeur, je passe du temps à parler du développement pour montrer que je maîtrise ces compétences-là. Je vais écrire des articles, je vais faire des vidéos, je vais faire des podcasts. Je vais prouver au monde que j'ai la compétence qu'il faut pour travailler sur un projet. Et ça met en confiance les clients quand on va voir que non, ils maîtrisent son sujet. Et ça, c'est très important dans la phase où vous trouvez des clients. Vous voyez que ce n'est même pas, vous ne cherchez pas, c'est-à-dire jusque-là, je n'ai pas parlé de contacter quelqu'un, mais jusque-là, je suis en train de parler de bâtir votre e-reputation. E-reputation, votre réputation électronique. Qui est-ce que vous êtes? Quand on tape votre nom sur Facebook, sur quoi on tombe? Quel contenu vous partagez? Est-ce qu'il n'y a pas un contenu que vous disqualifiez? Pourquoi il faut faire très attention à ce que vous partagez sur Internet, hein, avec TikTok aujourd'hui? Donc, vraiment, faites très attention à tout ça. Et donc, à partir de là, une fois que vous avez une certaine réputation, une fois que vous êtes quand même reconnu, on sait voir que vous partagez du contenu, vous participez à une communauté. C'est pour ça, en tant que développeur ou en tant que tout autre, c'est important de rejoindre une communauté. Il y a eu le Google Dev Fest qui a été organisé par le GDG Lubumbashi, Google Developers Group de Lubumbashi. J'ai été un speaker à cet événement-là. Et ça, c'est un événement organisé par Google, qui est une très grande entreprise dans le milieu de la tech. Vous voyez que ça me donne directement un certain crédit de voir que non, j'ai été speaker à un événement de Google. Donc, quand un client ou un potentiel client voit ça, il se dit que ce gars, il est sérieux. Donc, tout le monde n'a pas l'occasion ou l'opportunité de faire une conférence, je l'avoue, mais essayez de mettre à l'avant une qualité. Vous n'êtes pas obligé de poster du contenu chaque jour, mais quand vous postez ou quand vous partagez ce que vous faites, il faut que ça soit quelque chose qui tique et qui attire les personnes. Au pire, vous pouvez même engager un designer qui va commencer à votre photo, vous prenez des photos et tout ça. Il faudra juste vous vendre au fait. Et une autre stratégie, ça serait ça c'est la stratégie que les Indiens utilisent beaucoup, c'est d'écrire directement aux clients qui sont dans le même secteur que vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, comme je parle beaucoup plus de tech sur LinkedIn, il arrive que certaines personnes puissent me contacter et me dire non, je vends tel service, vous ne serez pas intéressé par tel service. Salut Bernard, vous ne serez pas intéressé par tel service. Et ça aussi, c'est une très bonne façon de trouver ses clients en fait. Une autre façon, c'est de faire de la publicité. Vous avez une page Instagram, vous avez une page Facebook, LinkedIn, vous payez pour atteindre un peu plus de monde. Donc, ce n'est pas organique, mais vous payez à la plateforme qui va booster, c'est ça le mot qu'on utilise, promouvoir, booster votre publication et qui sera un peu plus vue. Et si votre publication est de contenu, là, de qualité, j'allais dire, vous allez avoir un peu plus de retour. Et en marketing digital, j'espère qu'il y a des marketeurs ici, il y a certaines stratégies qu'on utilise comme les A/B testing, c'est-à-dire vous faites deux publications qui parlent de la même chose d'une certaine façon, mais qui n'ont pas la même forme. C'est-à-dire vous pouvez tester, vous faites une publication, il y a une photo d'un gars, d'un garçon, d'un homme, et vous faites la même publication, mais il y a une photo d'une femme. Et vous publiez les deux sur deux plateformes différentes ou sur la même plateforme avec des audiences différentes, et vous essayez de voir avec les statistiques quelle est la publication qui fait beaucoup plus d'interaction. Très souvent, c'est la publication et à la femme, on ne va pas se mentir. Et dès que vous remarquez que l'une des deux publications est assez boostée, vous vous concentrez pour faire des publications qui vont uniquement dans ce genre-là. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'audience et ça sera facile de trouver des clients.
quand vous voyez quelqu'un qui a 15 000 followers, vous avez tendance à lui faire confiance, surtout sur LinkedIn. Même s'il n'est pas compétent, mais quand vous voyez juste 15 000 followers, vous avez tendance à lui faire confiance. Et donc, c'est un peu ça. Comment trouver des clients? C'est assez vaste, mais je vous donne des pistes comment nous, à Devcast, on a fait. À Devcast, on a vraiment juste produit du contenu et les développeurs qui sont dans la communauté, quand ils ont vu la qualité du contenu, ils nous ont accordé du crédit. Et quand ils ont un marché, quand ils ont une opportunité, ils viennent nous voir parce qu'il y a cette relation de confiance qu'on a établie. Si vous êtes jardinier, essayez de faire ça, essayez de faire pousser une pelouse et prenez des photos de cette pelouse, expliquez comment vous êtes arrivé à ces résultats. Les gens qui vont voir ça viendront vers vous parce qu'il y a aussi à comprendre le besoin, le marché, tout ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est important aussi. Comment facturer ces services? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Je vais juste faire un récapitulatif avant qu'on puisse passer à la session questions-réponses. Vous facturez vos services en fonction de l'argent que vous voulez gagner. Je vous ai dit qu'il m'arrivait parfois de faire un mois sans que je puisse travailler. Donc, si je n'ai pas bien facturé le service que j'ai fait avant et si je n'ai pas bien géré mon argent pendant ces mois-là, je serai en crise. Et ça, c'est pas intéressant parce que c'est pas comme au salariat, tu sais que tu es en crise, mais à la fin du mois, tu as de l'argent. Si tu fais 2 mois sans projet, tu es en crise. 3 mois, ça devient pire. C'est comme aujourd'hui, je vois des blagues sur les statuts WhatsApp. Nous sommes le 17 janvier, mais certains écrivent qu'ils sont les 34 janvier, vous voyez. Donc, ça peut devenir très difficile et pragmatique si vous ne facturez pas bien vos services. C'est quoi bien facturer? C'est de se dire, par mois, je vais gagner 500 $. Si vous vous dites, par exemple, je vais gagner 500 $ par mois, c'est-à-dire que par heure, vous allez travailler aux environs de 3-4 $. Donc, tout dépend de l'objectif que vous avez, mais attention, votre expérience est aussi importante. Vous ne pouvez pas avoir 1 an d'expérience et prétendre toucher 1500 $ par mois, par exemple. Ce n'est pas, en fait, ça sera pas vraiment bien pris par votre client. Donc, dépendamment de l'expérience que vous avez, vous pouvez vous dire, OK, moi, je vais toucher autant d'argent l'année. Ça peut arriver. Vous pouvez vous donner un objectif annuel. C'est-à-dire, je veux toucher 50 000 $ toute l'année. Donc, vous allez faire l'effort je prends très vite ma calculatrice. Pour ceux qui sont forts en maths, vous voyez déjà où je veux arriver. Donc, vous vous dites que je vais faire 100 000 $. Oh non, disons 50 000 $, c'est plus réaliste, même si c'est possible. 50 000 $ l'année. Donc, vous allez diviser ça par 12 et vous verrez que vous allez nager aux environs de 4 166 $ par mois. Une fois que vous avez ce montant, 4 000 $ par mois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte de le diviser pour avoir un taux horaire. Donc, il y a, je crois, 86 000 heures dans un mois. Donc, vous faites 4 600 $ que vous avez et vous le divisez par 4 d'abord pour avoir votre salaire mensuel, ce qui fait 1400. Vous les divisez par le nombre de jours que vous voulez travailler dans une semaine. Donc là, si vous voulez travailler 7 jours, 6 jours, par exemple, très souvent, ça vous fait 173 $ par jour. Vous divisez ça par le nombre d'heures que vous voulez travailler. Si c'est par 8, ça vous fait 21 $ par heure. Donc là, quand un client vient vers vous et que vous êtes fixé un objectif d'atteindre 50 000 $ dans une année, vous lui direz, dépendamment de l'expérience que vous avez, ça c'est vraiment à vous de le voir. Non, pour ça, moi je vais travailler à 21 $ le mois, enfin 21 $ l'heure. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Parce que il faut aussi tenir compte que lorsque vous travaillez, il faut tenir compte qu'il est possible que le mois prochain, vous n'ayez pas du travail. Donc, les notions d'épargne, c'est très important quand on devient freelance. Si vous gérez mal votre argent, vous allez détester être freelance et vous allez très vite rentrer dans le salariat qui vous donne une certaine sécurité. Donc, en gros, la facturation va vraiment dépendre de vous. Vous allez le sentir par rapport à votre compétence, à votre expérience et par rapport à vos objectifs financiers. Et si vous avez des charges, moi, je suis célibataire, je vis chez mes parents, vous imaginez que je n'ai pas beaucoup de charges. Donc, je n'ai pas beaucoup de charges. Ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui a peut-être la même expérience que moi, mais qui est marié, qui a des enfants. Il va facturer autrement, ça, c'est évident. Donc, il y a tous ces facteurs à prendre en compte qui sont importants. Par exemple, si vos enfants sont scolarisés et il faut payer 100 $ par mois, donc il faut tenir compte de tout ça.
ça va vous permettre d'avoir votre facturation. Mais facturer par heure, c'est très important d'avoir un taux horaire. En tant que freelance, c'est par heure que l'on travaille. Donc, voilà, en gros, un retour d'expérience sur le freelancing. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas lié à être développeur. Être freelance, ce n'est pas lié à être développeur informatique. Peu importe le service que vous pouvez faire, vous pouvez le facturer. Une fois que vous le facturez, que vous n'êtes pas dans une entreprise, ça devient du freelancing. J'ai vu des gens qui vendaient de l'eau. Donc, bon, ça peut paraître bizarre, mais tout ce qu'ils faisaient, c'est que quand vous n'avez plus d'eau, la bouteille, la grande bouteille qu'on utilise pour les fontaines, leur service, c'est qu'ils passent chez vous à un certain intervalle de temps régulier, ils prennent des bouteilles d'eau et ils vous donnent l'eau. Donc, ils rechangent l'eau. Comme ça, vous n'avez pas à vous déplacer et ils vous payent. Donc, ça aussi, c'est un service que vous pouvez vendre. Donc, si vous trouvez une idée, un service que vous pouvez vendre, vous pouvez devenir freelance. Il y a des gens qui corrigent des textes. Si vous savez bien écrire en français, il y a des gens qui ne savent pas écrire en français, vous pouvez faire une sous-traitance. Donc, une entreprise peut vous prendre comme freelance qui fait la correction des textes qui ont été écrits par des cadres qui ne devraient pas être cadres. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'était mon retour d'expérience. Ça, c'est ce que moi, j'ai vécu. C'est-à-dire que d'autres personnes pourraient avoir une expérience différente de celle-ci. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou c'est vrai, mais c'est juste que c'est différent. Voilà. Et pour finir, le dernier mot, c'est qu'il y a un podcast qu'on a fait sur devcast.tech qui j'ai interviewé, je crois, 4-5 personnes qui parlaient de leur expérience de freelance aussi. Donc, ça peut être intéressant que vous puissiez aussi voir comment ça fonctionne. J'ai interviewé une femme qui est aussi développeuse, 3 hommes développeurs et un designer. Donc, vous allez un peu voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'eux ont vécu et qu'est-ce qu'eux ont fait pour gagner leur vie avec le freelance. Et la question qu'on s'était posée au départ, c'était est-ce qu'on peut gagner sa vie avec le freelance en RDC? La réponse c'est oui. On peut gagner sa vie avec le freelance si on est sérieux. Merci. Merci beaucoup Bernard. J'avoue que c'était un exposé vraiment riche en toutes choses, disons. Alors, nous allons passer directement à l'étape des questions-réponses. Chers participants, permettez, il est déjà 21 heures. Déjà 21 heures, mais nous allons laisser quelques 15 minutes, permettez, pour la séance des questions-réponses. Néanmoins, je crois que je serai la première personne à poser la question. La première question, je la pose directement. Est-ce que la langue, oh oui, je disais, est-ce que la langue est-il importante quand on est freelance? Savoir plusieurs langues, 2 ou 3 langues ou je ne sais combien de langues. Est-ce que le public visé, vous visez par exemple un public anglais, est-ce que vous êtes obligé de savoir quoi la langue française? Ou peut-être que vous décrochez un marché, peut-être en Angleterre ou je ne sais où. Est-ce que c'est important de savoir plusieurs langues? Alors ça, c'est ma première question et l'unique, je crois, avant de passer la parole aux autres participants. Merci Bernard. D'accord. Alors ça, c'est une question intéressante. Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est évident, c'est important, il faut que vous puissiez communiquer avec ceux avec qui vous travaillez. Et non, parce que moi, au départ, quand j'ai commencé à devenir freelance, aujourd'hui je suis bilingue, je parle anglais-français, mais à la base, c'était pas le cas parce que j'apprenais encore la langue, donc j'avais du mal. La chance que j'avais eue, vu que je communiquais par mail, c'est pour ça que je vous recommandais le mail, vous voyez, tout ce que je faisais, c'est que quand les clients m'envoient un message en anglais, j'utilise un traducteur. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser à la liste des outils de freelance qui s'appelle deepl.com. Et ce traducteur me permettait de traduire le texte en anglais en français, mais j'avais quelques notions. C'est important il faut connaître la langue quand même, l'anglais de préférence. Mais ça me permettait de traduire en français. Je lisais, je comprends, j'écris en français, il traduit en anglais, j'envoie les messages. Et pendant quelques mois, ça m'a permis de communiquer avec la personne. Mais l'idéal, c'est d'apprendre la langue. Donc, je dirais pour un début, si les communications que vous faites avec vos clients ne sont pas des communications orales, appels, conférences, visio, comme on le fait maintenant, mais c'est plutôt à l'écrit, c'est pas vraiment important de maîtriser. Vous pouvez utiliser des traducteurs, mais au terme, c'est mieux et c'est important de connaître quand même l'anglais.
l'anglais, je recommande. Aujourd'hui, je ne vois pas comment... Aujourd'hui, c'est l'anglais, en fait. L'anglais, c'est l'anglais vraiment. Voilà, donc c'est important d'apprendre la langue. Mais ça peut prendre du temps, donc ça va. Dans ce sens-là. J'espère que j'ai répondu. Ok, merci beaucoup. Nous allons laisser la place à quelques questions. Si vous êtes là, vous avez la question. Je ne sais pas comment on procède, mais ouvrez juste le micro et posez la question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon prénom est Glody. Je suis programmeur. En fait, j'ai suivi l'exposé de mon confrère Bernard et j'aimerais savoir comment faire pour l'intégrer. Merci. Alors, comment faire pour intégrer? Oui, oui, les plateformes dont il parle. Ok, ok. Alors, quand tu parles de plateforme, qu'est-ce que tu entends déjà? Parce que j'ai du mal à te suivre à ce niveau-là. Tu parles de plateforme freelance où tu peux te vendre, où tu parles de Oh non, non, je communauté. parle des freelances. Ah, ok, ok. Alors, ce sont des plateformes qui sont accessibles à tout le monde. Il suffit je vais mettre le lien dans le chat, comme ça tu peux créer ton compte. Il suffit de créer ton compte, tu complètes ton profil, et puis à partir de là, tu mets ton expérience, un peu comme un CV en ligne, et puis tu peux commencer à proposer des offres tu peux aussi recevoir des offres sur des marchés. Donc, c'est vraiment accessible. Tu vas juste sur le site, tu crées ton compte, tu complètes tes informations, et puis tu vas voir les offres qu'il y a. Si tu sens que tu peux travailler sur une offre, tu fais une proposition. Et si on t'accepte, tu commences à travailler sur ça. Mais au début, ces plateformes-là, ça sera un peu difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dessus. Donc, il faut avoir une stratégie pour trouver des clients. Et cette stratégie, c'est une stratégie qu'un autre confrère m'a donné, Loïc Yabili. Il te dit, tu vas trouver des freelancers qui sont débutants, ils ont 1 an, 2 ans d'expérience, mais ils ont déjà mis comme salaire horaire 20 $ par exemple. Donc toi, tu ne peux pas venir et mettre 40 parce que personne ne va venir vers toi, surtout que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu dois te positionner par rapport au prix du marché. Si tu vois que, dépendamment de l'expérience que tu as, si tu as 1 an d'expérience par exemple, et tu vois que tous les développeurs ou la majorité des développeurs qui ont 1 an d'expérience mettent 10 $, 15 $, toi, ce que tu peux faire, c'est aller à 9 ou à 10 ou à 12, tu vois. Donc, essayer d'être légèrement en dessous pour que les gens puissent venir te contacter. Tu vois, l'offre de la demande et tout. Si tu as 5 ans d'expérience, tu fais le même processus, ça va te permettre d'avoir des clients. Sinon, ça sera difficile au début. Donc, c'est un peu ça la réalité avec ces plateformes-là. Surtout quand on est congolais, je vous jure, on a une mauvaise réputation. Donc, il faut vraiment faire du bon boulot, être sérieux pour que les gens puissent en fait commencer à faire appel à vous. Voilà. Merci, merci. Je crois que l'ami, il est un peu satisfait. Vous pouvez regarder les chats, il y a déjà quelques liens de ces plateformes. Alors, s'il y a une autre question, quelqu'un peut poser. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Moi, c'est Norbert Mache. Je suis designer, informaticien du domaine. Et vraiment, j'ai suivi la présentation de mon confrère Bernard. Vraiment, c'est tellement génial. J'ai aimé l'initiative. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons travailler en partenariat pourvu que nous puissions partager nos expériences dans le domaine du numérique en fait. J'ai vu Devcast, bon, ça m'intéresse. Tous les jours que Bernard poste ses statuts, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas comment intégrer aussi et partager aussi mes expériences sur la vente parce que je vends aussi des services. Alors, comment est-ce que je peux vraiment intégrer votre plateforme pourvu que nous puissions partager ensemble les idées, comment attirer les clients, comment faire donc les techniques en fait qui pourront me permettre aussi de booster mes activités que je suis en train de faire. Oui, D'accord.
Bernard, je crois que cette question est en rapport avec ce que vous avez dit là, l'intégration des communautés, quoi. Alors, Oui, oui. Alors voilà, déjà, DevCast, c'est une communauté qui est vraiment centrée sur les développeurs. C'est pas une discrimination, mais on est vraiment plus côté développement. C'est que dans la communauté, on discute beaucoup plus d'aspects techniques. Voilà, on peut aussi parler de freelance comme ça nous arrive, mais c'est vraiment plus développeur. Alors, c'est que moi, je pourrais conseiller M. Norbert, parce que je vois aussi que vous êtes dans le domaine, c'est qu'il n'y a pas de souci à vouloir travailler ensemble parce qu'en tant que développeur, quelquefois, on a besoin des designers pour nous aider à réaliser nos applications ou tout ça. Donc, c'est que moi, je pourrais vous proposer, c'est au-delà du graphisme que vous faites déjà, vous intéresser au fait au UX ou au UI design, à la création d'interfaces d'application, parce que là, vous aurez des clients développeurs. Vous voyez, comme il y a beaucoup de développeurs qui n'ont pas des compétences en design, qui ne savent pas bien choisir les couleurs, ceci, cela, si vous faites du UI, UX design, je vais écrire ça dans le chat pour que l'anglais, parfois on prononce bizarrement. Si vous vous intéressez à cette branche du design, vous pourrez facilement collaborer avec beaucoup de développeurs. Et les développeurs, ils ont des marchés, donc ça peut aussi vous aider à avoir une autre source de revenus et collaborer dans ce sens-là. Et donc, si vous faites du UI UX design, ça sera plus facile pour vous d'intégrer une communauté comme DevCast parce que on va un peu commencer à se comprendre et la collaboration sera facile. Mais si vous êtes pour permettre au fait de collaborer avec des développeurs. Je connais un ami qui s'appelle Mesha Kirung, je ne sais pas s'il est dans le live, mais lui, c'est ce qu'il fait. Il est designer, mais designer spécialisé dans la création d'interfaces. Vous voyez, on utilise Google Meet. Google Meet, vous voyez qu'il y a des carreaux, il y a des couleurs. Il y a des designers qui ont fait ça. Donc, vous pouvez aussi vous orienter dans cette branche-là. Ça va aussi vous permettre de travailler à l'international parce que c'est aussi un rôle ou un poste qui est vraiment demandé comme compétence. Voilà. alors merci Norbert, j'espère que vous êtes un peu satisfait. Sinon, Bernard, il est toujours disponible, il pourrait même vous répondre en privé, disons. Alors, une question, peut-être laissons la chasse à quelqu'un d'autre qui a une autre question. Oui. Salut, Voilà, salut bonsoir. Bernard. Salut. J'espère que tu vas bien. En fait, je suis Scott Trésor, je suis membre de DevTest. Et j'aimerais savoir, j'ai une question. Est-il Oui. est-il obligé pour un développeur freelance d'avoir un portfolio ou bien ce n'est pas obligatoire? OK. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le terme portfolio, c'est tout simplement l'ensemble de vos réalisations. C'est-à-dire ce que vous faites. Si vous êtes développeur, un portfolio, ça sera au fait tous les sites, toutes les applications que vous avez déjà fait, peut-être les images, tout ça pour montrer aux clients ce que vous savez faire. C'est important. C'est important parce que ça vous donne de la crédibilité. Vous savez, vous ne pouvez pas juste, aujourd'hui, mettez-vous un peu à la place du client. Vous ne pouvez pas juste quelqu'un qui vous dit, je sais faire ça et vous le faites confiance. Il faut qu'il y ait des faits sur lesquels vous allez vous baser pour faire confiance à la personne. Donc moi, aujourd'hui, je vous dis, je suis Bernard, je suis développeur. Qu'est-ce qui prouve que je suis développeur? Qu'est-ce qui prouve que je suis un bon développeur? Qu'est-ce qui prouve que je suis capable de faire ceci ou cela? D'autant plus que quand vous devenez freelance, le diplôme n'est pas important. Donc, il faut trouver un moyen de montrer que vous avez la compétence. Dans le salariat, on présente un diplôme pour dire j'ai cette compétence parce que je l'ai apprise. Mais dans le freelancing, il faut montrer vos réalisations. Vous êtes développeur, ayez un portfolio, mettez les photos ou les captures d'écran des applications que vous avez déjà faites. Vous êtes designer, faites un logo book, mettez l'ensemble des logos que vous avez déjà fait. Prenez des exemples, des chartes graphiques. Il faut montrer ce que vous savez faire. C'est important, ça vous donne de la crédibilité et ça vous permet de vous vendre. Donc, ça dépend de votre capacité à vous vendre, mais c'est obligatoire pour moi. Mais si vous êtes capable d'avoir des marchés et de vous vendre sans pour autant avoir un portfolio, c'est déjà un bon point de départ. Déjà, si c'est votre tout premier projet, vous n'aurez pas de portfolio. Donc, il faudra trouver un moyen de discuter avec le client pour arriver à ça.
Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de portfolio, très souvent, c'est qu'on recommande aux développeurs, c'est de créer des projets personnels. Vous créez un projet personnel et ce projet personnel-là, vous le rajoutez dans vos réalisations pour dire, ce n'était pas pour un client, mais j'ai créé ça pour moi. Si il faut que ce soit un client, regardez dans votre famille. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'un logo, qui a besoin d'un site web. Vous le faites pour lui gratuitement et vous rajoutez ça dans votre réalisation. Comme ça, quand vous serez face à un client, vous allez présenter, non, je te demande ce prix parce que regarde ce que je suis capable de faire. Donc, c'est important pour avoir la confiance des clients, Scott. Ok, merci beaucoup. Je crois que le cher ami Scott est aussi satisfait, aussi que nous tous qui suivons la présentation de ce soir. Alors, peut-être une dernière question parce on est déjà à 21h passé de 17 minutes. Alors, on peut laisser les 2 ou 3 minutes à la dernière personne et les autres questions peut-être suivront peut-être en privé, disons. Alors, la toute dernière question. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Oui, ici c'est Malik, je suis de Butembo. OK. J'aurais en fait une suggestion par rapport à l'intervention de notre ami Norbert. Lui Okay. a voulu peut-être, apparemment, tel que je l'ai suivi, il a voulu demander si peut-être il y a des groupes comme ça, des groupes WhatsApp dans lesquels vous pouvez nous intégrer tous, afin que nous puissions partager peut-être les opportunités, mais aussi en profiter de la part des autres. Voilà ce que je pense de son intervention en fait. Oh, d'accord. Alors, côté design, je suis pas trop dans le domaine, donc je ne saurais pas vous dire. Mais attention, les opportunités ne sont pas seulement locales. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'application Discord. C'est une application qui rassemble des communautés. Donc, si vous allez sur l'application Discord, j'ai écrit le nom dans le chat pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit. Vous pouvez tomber sur des communautés, par exemple, françaises, où il y a des designers. Et là aussi, vous pouvez avoir des opportunités parce que vous savez, le numérique, ça nous permet maintenant de travailler un peu partout dans le monde. Donc, en local, un groupe qui est dédié aux designers, j'en connais pas. Je connais un club qui s'appelle Increa, mais c'est vraiment, je crois, plus à l'université ou à Isis Salam, ici à Lubumbashi. Mais je ne connais pas de club de designers, malheureusement. Je connais beaucoup plus les clubs de développeurs parce que je suis moi-même développeur. Mais voilà, essayez de faire un tour sur Discord. Vous allez trouver des communautés, des designers que vous pourrez intégrer, apprendre, partager, et voilà. Bon, en fait, on peut même aussi créer un petit groupe WhatsApp comme ça pour nous qui allons chaque fois participer à cette formation, vous voyez. C'est très important, je pense. Oui, ça c'est d'ailleurs une bonne idée. Vous pouvez être un précurseur, commencer quelque chose, rassembler les gens autour de vous et c'est comme ça que ça va décoller. Ça, c'est une très bonne idée d'ailleurs. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il est maintenant 21h20. Et il y a encore une dernière question? Monsieur, oui. Bernard, j'ai une question. Moi, c'est Grégoire. Pardon? Et ma question, moi, c'est Grégoire. Oui. Partir de Beni. Ok, d'accord. Ma question, elle est en rapport avec votre expérience. Oui. Ça veut dire depuis 2015 que vous êtes dans le freelance. Alors, non, 2018, hein? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté auquel tu as rencontré, mais tu n'as jamais eu de solution dans ce monde de freelance? Rencontré auquel j'ai pas eu de solution, en tout cas. Oui. Ah, ça c'est une très bonne question, hein. Enfin, j'y ai jamais vraiment pensé. Mais la difficulté que j'ai eue au départ, c'était par rapport à mes compétences. Donc, j'en parle souvent, il y a certains projets, le moment d'accepter un projet, c'est est-ce que je suis capable de le faire? C'est à ce moment-là, c'est souvent ce moment où moi j'avais des difficultés, ou parfois j'ai encore des difficultés, c'est qu'il y a une opportunité qui se présente
et je me dis, est-ce que je suis capable de le réaliser? Parce que quand vous vous engagez comme ça et que vous n'êtes pas capable de vous réaliser, ça peut être, vous mettez en difficulté votre client et ça vous pénalise, vous et votre réputation. Donc, ça m'arrive parfois d'avoir vraiment un doute d'accepter certains projets qui sont un peu ambitieux. Je pense que c'est vraiment la difficulté que j'ai eue, mais j'ai jamais pensé à cette question. Si je peux dire ça, c'est beaucoup plus dans le sens d'avoir confiance en soi pour se lancer dans un projet qui peut paraître un peu plus grand et vous ne savez pas si vous êtes prêt pour faire ça. Donc ça arrive très souvent et je pense que c'est la difficulté que j'ai même aujourd'hui. Ok, Merci beaucoup. merci. Alors, une autre question arrive, je m'excuse Ben. Oui. Est-ce que là, le freelance est conseillé, par exemple, vous tombez sur un projet, sur un marché, et vous vous sentez incapable de réaliser, est-ce que c'est conseillé de faire appel aux autres personnes plus compétentes que vous et de les réunir sur votre nom? Oui. Ils travaillent sur votre... Je crois que vous me comprenez là. Oui, voilà. Oui, c'est possible, mais cela doit être fait. Ça dépend du contrat que vous signez avec le client. Si vous faites appel à une sous-traitance, le client doit être au courant. Ça dépend du contrat. Très souvent, les modèles de contrat que vous allez trouver en ligne, vous verrez qu'il y a un article qui sous-entend, en fait, si vous faites appel à une sous-traitance, le client doit être au courant que vous avez fait appel à une sous-traitance. À moins que vous puissiez être une personnalité morale, par exemple DevCast, ou encore une entreprise, voilà, c'est ce que les entreprises font parfois. Présentez-vous comme une entreprise, pas comme une personne physique. Non, ne vous présentez pas comme vous-même, mais présentez-vous comme au nom d'un groupe. Là, ça sera facile pour vous de faire appel à d'autres compétences. Mais si vous vous présentez comme une personne physique et vous voulez faire une sous-traitance, le client doit être au courant. C'est ce qui est recommandé. Le client doit être au courant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que Ben a un problème de connexion. On va attendre qu'il se reconnecte afin de finaliser avec cet ordre. J'étais vraiment content d'être parmi vous ce soir avec les questions et ce retour d'expérience. J'espère que ce n'est pas la dernière fois et la dernière opportunité. On pourra encore partager et échanger sur plusieurs autres projets. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Justin Film pour le travail souvent avec Ben. Et je crois qu'il a des problèmes de connexion. Il vient de m'écrire une box. Alors, comme nous étions déjà à la fin de notre talk d'aujourd'hui, nous disons merci au présentateur du jour. Merci Bernard. C'était vraiment intéressant et on a vraiment bénéficié de votre expérience et de cet exposé, quoi. Sinon, nous disons merci à tout le monde d'avoir participé. Et merci à vous et bonne soirée à vous tous. Nous sommes déjà à la fin. Passez une excellente soirée et bonne nuit. Merci pour l'invitation. J'ai mis dans le chat le lien de DevCast pour ceux qui veulent passer nous saluer ou faire un coucou. Donc, on sera très content de vous avoir aussi parmi nous. Bye bye. Bye. Ok, merci. Merci.